Madame, Monsieur, bonsoir. Pour entamer sa nouvelle saison, Fait divers prolonge une émission de José Tessard et Abder Rarbo diffusée au mois d'avril sous le titre La filière pédo-vidéo. Vous vous rappelez certainement le lien créé entre une cassette à caractère pédophile tournée à Madère, la découverte du réseau de Thames, Tamise, et la disparition à Berlin du jeune Manuel Schadwald. Une suite à cette émission s'imposait de façon d'autant plus urgente qu'avec la découverte cet été d'un réseau de pédophilie sur Internet et avec la mort de son principal instigateur tué en Italie, tous les noms cités dans la filière pédo-vidéo ont fait la une de l'actualité. Cet été, le 14 juillet, l'émission hollandaise Nova révélait à l'aide de ces photos que l'on aurait voulu innocentes l'existence d'un site internet du nom de code Apollo, capable de diffuser à la demande payante partout dans le monde des milliers de photos d'enfants violés. C'est dans un luxueux appartement de Zandvoort, sur la côte hollandaise, non loin d'Amsterdam, qu'ont été retrouvés les ordinateurs qui servaient ce site. L'appartement était la propriété d'un homme de 49 ans, nommé Ulrich, tué en Italie au mois de juin 1998. La presse internationale fit grand bruit de ces événements, mais certains journaux réagirent de curieuses manières, dénonçant, critiquant, diffamant non pas les violeurs, mais bien le messager, celui qui avait révélé l'existence de ce site internet. Cet homme est un citoyen belge d'Herentals, membre d'une ASBL luttant pour la protection de l'enfance. D'autres journaux, la majorité, se préoccupèrent davantage du sort de ces centaines d'enfants qui avaient été violés pendant qu'on les photographiait. Parmi ces enfants, des bébés étaient violés par pénétration de sexe adulte. José Tessard, bonsoir. Il a été question de disquettes qui étaient destinées à être diffusées sur Internet. Évidemment, s'est posé pour nous la question de faut-il montrer ou ne pas montrer ces photos. Est-ce qu'il faut les authentifier en les montrant en public ou bien faut-il les identifier d'une façon différente? Pour des raisons à la fois morales, je dirais déontologiques et aussi légales, nous avons décidé de ne pas les montrer. Mais ce besoin d'authentification qui permet probablement de lutter contre ces phénomènes, puisqu'on va finir par croire vraiment qu'ils existent, Oui, puisque nous l'avons fait d'une façon, disons, détournée. Oui, il ne faut pas oublier que pendant l'été, lorsque l'émission Nova a publié les premières photos sans les montrer, il y a encore beaucoup de réactions qui disaient que ça n'existait pas. Donc nous voulons procéder à une authentification de ces photos et j'ai demandé à M. Hayé, Jean-Yves Hayé, pédopsychiatre à l'UCL, de bien vouloir être à nos côtés pour authentifier ces photos. Monsieur Hayé, bonsoir. Donc, si vous le voulez bien, nous allons jeter un coup d'œil sur des images que les téléspectateurs ne verront pas. Oui. Je vous demanderai de les commenter très brièvement et puis, si vous voulez bien, on en débat juste après, même pendant la vision. D'accord, merci. Donc ici, nous voyons simplement des photos... un petit garçon d'un an et demi, 2 ans qui marche. Il est habillé. Derrière lui, il y a un adulte dont on ne voit pas le visage, évidemment. Maintenant, cet enfant ne porte plus que son linge. Il est couché sur un lit. Sur le dos. Sur le dos. On commence à lui enlever son linge, semble-t-il. Il est nu, toujours couché, peut-être comme un petit bébé confiant, attendant du positif de l'adulte, mais je ne crois pas que c'est du positif qui va venir. On le montre de dos, à 4 pattes. Et alors en effet, c'est maintenant une image tout à fait horrible d'un adulte de sexe masculin occupé à violer ce petit garçon de façon indubitable. Alors maintenant, il y a un titre, on va frapper un enfant de 6 ans. Mais c'est un enfant de 6 ans, il est également violé. C'est un film. Alors, monsieur Hayé, je disais en introduction que se pose toujours la question, le faut-il montrer ou ne pas montrer? Est-ce qu'on a le choix d'une certaine façon entre prouver l'authenticité de quelque chose et de l'autre côté, en même temps, susciter une espèce de fascination morbide qui empêcherait
le recul nécessaire pour juger, pour combattre. Mais je pense que vous avez fait le double choix de ne pas exciter une fascination morbide chez une partie des téléspectateurs et en même temps de protéger une autre partie des téléspectateurs, je pense notamment aux plus jeunes, d'images qui sont réellement traumatisantes, où on voit des corps gravement malmenés, violés. Je pense que la vision des images aurait fait du tort psychologique à bien des gens. J'espère de tout cœur que les gens qui nous regardent se contenteront de notre parole pour savoir que ces choses existent. Et nous avons vraiment vu maintenant des viols d'enfants très jeunes. Destinés à la diffusion et à l'échange sur Internet. Oui. Comment est-il possible que des hommes puissent jouir de ce spectacle? Ce n'est pas facile à comprendre. Votre question, ça consiste à se demander pourquoi est-ce que des hommes progressivement peuvent se laisser habiter par une perversité infinie, entraînant une négation totale de la sécurité du corps, de l'avenir d'autres. Alors je crois que ça arrive d'abord parce qu'à la différence de l'animal, l'être humain est un être qui est doué de liberté. Et donc ici, vous voyez des gens qui, en se servant de la liberté qu'ils ont choisi un jour, et probablement de façon prédominante, de se donner du plaisir sexuel, de l'ivresse de puissance, de se donner un peu la volupté de se sentir au-dessus de toutes les lois, par le chemin que nous venons de voir, c'est-à-dire en annihilant, en anéantissant des petits-enfants vivants. La question que la société, c'est-à-dire nous posons face à ce qu'on vient de voir là, c'est comment punir, comment juger, comment réprimer, et éventuellement, comment éviter. Comment réprimer? Je pense que la première étape de la répression, c'est la non-naïveté, et c'est que nous disposions d'institutions sociales et d'institutions judiciaires qui croient que des phénomènes déviants comme ça puissent exister. Je dirais qu'ils fassent l'effort psychologique d'y croire, qu'ils fassent l'effort psychologique un peu de penser l'impensable, de penser que peuvent exister des différences vraiment atroces dans le domaine du mal. Des choses comme celles qu'on vient de voir, ce n'est pas des choses isolées, elles nécessitent quasi obligatoirement des groupements de personnes, des cadres commerciaux. Elles nécessitent d'ailleurs que des gens se mettent en petits groupes parce qu'en petits groupes, ils se sentent plus forts pour nier tout ce qu'il y a d'humain entre eux. Ils se donnent du courage dans le mal. Donc il faut que nos instances croient dans des choses comme ça, et puis que nos instances se définissent comme priorité de lutter contre, et avec une persistance sans baisser les bras, parce qu'il est évident que des gens comme ça sont souvent des gens malins, qui ont des doubles vies et qui ne viennent pas facilement exposer leur turpitude sur la place publique. Quel âge aurait eu le bébé? Ici, il avait, je le situe, entre 1 an et demi et 2 ans. Et vous vous rendez compte du devenir de cet enfant. Bon, d'abord, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il va vivre? C'est-à-dire, est-ce que les adultes qui ont été assez horribles et assez immoraux pour le violer, c'est-à-dire pour créer des lésions tout à fait caractéristiques dans son corps, est-ce que ces adultes-là vont aller le montrer à un médecin et en expliquant quoi, sans trouver d'explication. Donc, une première possibilité, c'est qu'on tue cet enfant. Et admettons que ça n'arrive pas, et puis qu'il vive quand même, vaille que vaille, eh bien, ce bébé est marqué dans son inconscient, dans son psychisme inconscient, par une espèce d'ogre, par une espèce de monstre, qui un jour lui a fait très mal, qui un jour a pris son corps, et qui habite encore en lui, comme un souvenir qui est agissant, mais qui ne peut même pas se représenter consciemment. Mais on peut alors se dire que ce bébé, très probablement, va être un enfant extrêmement anxieux, extrêmement insécurisé, extrêmement méfiant des autres.
Monsieur Hayet, merci beaucoup. Avant de passer à la suite, José, rappelons tout de même quelle était l'origine et la nature de ces disquettes dont nous avons parlé. C'est donc le fameux Gerrit Ulrich, qui était un habitant de Zandvoort, qui était l'administrateur de ce site Apollo. Vous savez que Gerrit Ulrich a été tué en Italie, meurtre dont a été accusé son compagnon pendant un an, Robbie van der Planken, incarcéré actuellement à la prison de Pise en Italie, et que nous allons retrouver dans l'émission, car nous avons eu l'occasion de le rencontrer avant qu'il n'entreprenne ce périple un peu désespéré. Et tout ce matériel photographique et informatique a été non pas recueilli sur Internet, mais directement donné de la main à la main de Gerrit Ulrich à Marcel Verbussel. L'homme que vous avez rencontré à Zandvoort, il s'agit bien de celui dont on a parlé pendant l'été, qui est Gerrit Ulrich, qui a été tué en Italie. Oui, l'homme de l'affaire Zandvoort est en effet Monsieur Ulrich, qui a été tué en Italie et qui est en même temps l'homme qui nous a donné les disquettes à Zandvoort, dans cet appartement. C'est bien Monsieur Ulrich. Est-ce que vous avez retrouvé dans ce matériel des agendas ou des listes de paiement par carte Visa, par exemple? Non, les gens qui travaillent par Internet vont toujours travailler avec une clause de sécurité. Mais ce qu'on a trouvé dans l'affaire de Zandvoort, par exemple, c'est que l'homme qui a rassemblé les disquettes de Zandvoort a commis une erreur fatale, en fait, en donnant à son site de porno enfantine un nom de code. Dans le cas de cet homme, lui, il l'a fait sous le nom de code Apollo. Puis il a commis une deuxième erreur en recevant des donations sur ses comptes, avec la désignation Apollo. Et en troisième lieu, il a laissé en quelque sorte ses empreintes digitales sur les disquettes. Et cela en mettant son propre bateau sur ces disquettes, bateau où l'on voit des jeunes qui sont abusés sexuellement. Donc, autrement dit, cet homme a produit quelque chose d'unique. Il a composé les disquettes avec du matériel très professionnel, et ça, pour un bon enquêteur, c'est le meilleur matériel qu'on peut découvrir, car il suffit simplement de vérifier les gens qui ont versé en utilisant le nom de code Apollo, et on a déjà le début d'une très bonne enquête. Maintenant, la justice néerlandaise dit qu'il s'agit de documents volés. C'est habile, évidemment, car du matériel volé ne peut pas être utilisé dans des procédures judiciaires. Regardez, si vous analysez bien l'affaire, vous verrez que le Werkgroep Morkoven avait le matériel, les disquettes, en sa possession le 11 juin, donc juste avant que Ulrich ne soit parti en voyage, quelques jours avant son départ. Et la preuve que le Werkgroep Morkoven n'a pas obtenu les disquettes par vol, et jusqu'à maintenant nous ne l'avons dit à personne, mais je vais vous le livrer en primeur, c'est que tout de suite, après que le Werkgroep Morkoven ait reçu ces disquettes de Ulrich, le 11 juin, nous avons pris des contacts avec la BSR d'Alost, que nous avons informé de l'existence de ce matériel. Et la BSR d'Alost est même venue jusqu'ici. Tous les journalistes se sont étonnés, et même le public également, de voir un citoyen, un simple citoyen, refuser de remettre le matériel informatique qui était illégal à la police. Il faut des garanties. C'est quand même normal quand on a eu une expérience pareille depuis 1992, quand on a dû mener campagne pendant 6 ans pour en arriver en 1997 à faire arrêter les auteurs des faits de mœurs à Madère. Il est tout de même logique que les gens qui se sont occupés de l'affaire aient de la méfiance vis-à-vis des services de police. Dans l'affaire de Madère, il aura en effet fallu 5 ans pour qu'Agostinho de Sousa soit arrêté et que le Portugal envoie un mandat d'arrêt international au nom de Reyck. L'enquête est née du fait qu'à un certain moment, nous avons reçu par la voie officielle une dénonciation des autorités portugaises concernant un Belge habitant l'arrondissement de Dendermonde et qui avait été impliqué dans une affaire de pédophilie au Madère. L'association belge Morkoven, qui a découvert il y a quelques jours un autre réseau pédophile aux Pays-Bas via Internet, pense que les deux affaires sont liées. Ce n'est pas l'avis du parquet. Selon moi, il n'y aura aucun lien entre ces deux affaires parce que l'affaire dont on parle maintenant aux Pays-Bas, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est une affaire qui se passe surtout sur Internet.
tandis que notre affaire n'a rien à voir avec Internet. Il n'y a pas de connexion entre les deux? Non, pas du tout. Quand vous regardez la date à laquelle le procureur Dufour dit que l'affaire Zandvoort n'a rien à voir avec celle de Thames, eh bien, regardez la date. Comparez avec la date à laquelle notre Ware Group a livré les disquettes. Alors, je vous demande à vous, comment le procureur peut-il, tel un voyant extra-lucide, savoir ce qu'il y a dans ce matériel alors qu'il ne l'avait pas encore? Toute la presse internationale a été témoin de la remise de ce matériel. La SBL Morkoven décida donc de remettre le matériel informatique à la suite d'une journée mouvementée où l'on vit la police belge perquisitionner chez Marcel Vervloesen à la demande pressante de la police hollandaise. Un policier néerlandais de Bloemendaal en chemise blanche assiste à la scène. Il vérifie le matériel mais il n'emportera rien. Pour avoir ce matériel, la police hollandaise devra faire une demande officielle. Signalons que pour intimider la SBL Morkoven, Marcel Vervloesen fut arrêté pendant plusieurs heures à la demande de la justice belge. Je peux vous annoncer que j'ai eu un entretien avec un juge d'instruction de Turnhout, une discussion qui s'est très bien passée, au cours de laquelle nous avons enfin reçu les garanties que cette affaire serait traitée sérieusement. Nous sommes donc tombés d'accord. Ils nous ont dit nous allons nous attaquer à ce réseau. Dès lors, nous leur avons remis les documents. Un mois plus tard, la justice belge bloque encore tout. Le parquet de Turnhout se dit en vacances. Le parquet de Dendermonde répond aux journalistes qu'il ne peut céder ce matériel car les enquêteurs belges en ont besoin. Le parquet dit qu'il refuse de remettre le matériel parce qu'il en a besoin pour son enquête. Laissez-moi rire. Le matériel a été remis en double par Morkoven. Il y avait le matériel pour le parquet en Belgique et il y avait le matériel pour le parquet en Hollande. Quelques jours plus tard, fin du mois d'août, Marcel Vervloesen rencontra les policiers hollandais de Bloemendaal dans la petite ville de Hulst, en territoire hollandais, et leur transmit lui-même devant nos caméras un CD-ROM contenant toutes les données rassemblées. Ce geste fait partie de la méthode Vervloesen. Qui est cet homme qui a, une fois pour toutes, pris le parti des enfants? Orphelin, marié, père de famille, il travaille depuis maintenant 10 ans à la mise au grand jour des réseaux d'exploitation sexuelle des enfants dont la réalité criminelle est constamment niée par les instances officielles. Avec son équipe, il pratique avec méthode. D'abord, rechercher des preuves incontestables, puis prendre des contacts directs avec les pédophiles pour recouper les informations et enfin alerter ou défier les autorités afin de les faire réagir et de les empêcher de nier. Octobre 1997, Marcel Vervloesen remettait dans la main d'un officier de la police judiciaire de l'île de Madère, au Portugal, une cassette vidéo. Sur cette cassette étaient enregistrées les images d'un film vidéo amateur tourné à Madère au début des années 90 par un Belge, Norbert de Reyck de Thames, et montrant des actions de viol de mineurs commises par un pédophile portugais, Agostinho de Souza, un pédophile hollandais, Robert van der Naten, et par Norbert de Reyck qui est lui-même filmé. L'existence de cette cassette était connue des autorités judiciaires en Hollande, en Belgique et au Portugal depuis 1992. Mais ce n'est qu'à la suite d'un reportage des 2 correspondants à Bruxelles de la télévision portugaise que les autorités judiciaires des différents pays ont réagi en novembre 1997. Ce qui nous a frappé quand on a vu les images, c'est surtout le fait que la caméra, côté pédophile, elle a un regard assassin généralisé. C'est-à-dire, c'est un regard criminel pour tout ce qui est enfant. C'est le fait que ces enfants arrivent comme des innocents dans un endroit et qui sont vraiment à la disposition de ces gens-là. Et quand on voit... Est-ce qu'ils sont payés? Ils sont payés. D'ailleurs, dans une des cassettes, on constate que les enfants commencent à discuter entre eux parce que le prix, c'était pas ça. Et les remarques
Des adultes, c'est du genre, discutent le prix, veulent plus d'argent, les salopards. Tout ça en flamand, naturellement, avec un accent bien identifiable. Et puis, quelque chose d'autre qui nous a frappé, c'est un garçon de 17 ans qui est identifié, qui est dans les images. Et il est examiné, son anatomie est comme un cheval, comme un vrai cheval. Et il est destiné à un client qui se trouve en Belgique, de nom Philippe. Et cet enfant est examiné, voilà, il a ça, ça et ça, notre ami là-bas va bien aimer. Et l'autre fait une remarque qui est assez brutale. Ben, ce matin, j'étais avec un ami à lui de 10 ans, c'était parfait. Donc l'âge des enfants ne fait aucun doute. Et on a aussi remarqué dans la séquence de cette caméra qu'à un certain moment, des enfants qui sont filmés se retrouvent un peu plus tard dans une chambre d'hôtel avec ceux qui portait la caméra à ce moment-là. Ce qui nous a poussé à nous à dévoiler ces images, c'était le fait qu'une députée belge, Nelly Maas, de Volksuni, a fait une conférence de presse ici à Bruxelles. On m'a montré quelques tapes de vidéos qui démontrent clairement, à première vue, que des gens de ma région étaient impliqués dans la fabrication de ces films et dans les actes pédophiliques qui étaient montrés dans ce film. J'ai cru mes propres yeux et j'ai pensé, il faut que je fasse quelque chose, parce que je ne pouvais pas dormir en sachant que le type qui est sur le vidéo, qui fait le vidéo, est toujours, ou était toujours au travail dans un hôpital dans ma propre région. Je veux bien dire qu'il s'agit de M. Norbert de Reyck. Ce qu'on montre dans nos images, c'est-à-dire l'implication directe d'un individu portugais, M. Agostinho de Souza, du M. hollandais van der Natten et du M. belge de Reyck, c'était déjà décrit par les enfants, par les témoins, à partir de 92-93, dès que le procès a été ouvert au Funchal. Donc tout ça était déjà décrit, mais on n'avait pas eu dans la presse la preuve. Donc le nouveau fait, si on peut dire, c'est qu'on a eu accès à cette cassette où tous les faits du procès sont carrément démontrés. Donc aussi bien la police portugaise que la police belge sont déjà à cette époque-là en connaissance d'un dossier qui est très brûlant et qui n'évolue pas jusqu'à maintenant. Parce que nous avons pu lire avec traduction portugaise une description exacte de ce qui se passe là-dedans, y compris le nom des gosses. Donc il y a tout un ensemble de questions qu'on peut se poser. Aussi qu'il y a un certain individu de nationalité anglaise qui vient de sortir de prison, Warwick, qui a été donc arrêté par la Scotland Yard, considéré très dangereux. Il a été dans le milieu pédophile d'Amsterdam, qui a invité son ami Van der Natten pour aller à Madère. Il devrait y être au mois de décembre. Notre enquête a empêché que ça puisse se faire. Donc il y a tout un certain nombre de personnages dont les noms on retrouve systématiquement liés à Madère. Ça c'est une liste intéressante parce qu'elle vient de Interpol de La Haye. Elle a été adressée à l'Interpol Lisbonne à la date du 18 septembre 1992. Elle a 4 noms étrangers, donc Lothar Glandorf, Norbert Alexander Franz de Reyck, Casper Francisco van Massakers et Robbie van der Planken. Ces individus ont été détenus, ont été arrêtés en Hollande et ils possédaient certains documents, photos, ou à caractère pédophile avec des enfants portugais. Le film Madeira, tourné au Portugal, était couramment projeté à Thames, au café Monti, aujourd'hui fermé et délabré. C'était un des lieux de rendez-vous à Thames d'un grand nombre de pédophiles dont certains organisaient des voyages vers la Hollande avec des jeunes garçons marginaux ou issus de familles défavorisées pour les amener à Utrecht, au studio de Pauw, où ils devaient jouer dans des films porno. Se sentant découverts par la SBL Morkoven, ils n'hésitèrent pas à porter plainte pour chantage contre Marcel Verblusen. Ce que nous savions, c'est que le café Monti en 1992 était en étroite relation avec le café Gaiety, dont le Hollandais Bert Mullender était exploitant.
Mulenders était l'homme qui transférait les teenagers disparus vers Hulst et Utrecht, où ils devaient jouer dans des films porno, etc. Moi, j'ai l'information comme quoi les cafés Gaiety pouvaient servir de lieu de départ d'enfants vers les studios de Pauw à Utrecht, par exemple. Ce n'était pas vraiment dans le journal, ici à Thames. Mais ce qui est vrai, c'est que certains clients qui venaient aussi chez moi utilisaient ce café-là pour embarquer, enfin disons pour emmener les gosses et se faire un peu d'argent, et les accompagner Herbert aux Pays-Bas. Puis ça se racontait, qu'ils disaient, je ne sais pas, mais c'est ce qu'on racontait. Marcel Vervloesen a été condamné en première instance, mais il attend sereinement le verdict de la Cour d'appel de Gand, la plainte ne reposant sur rien de sérieux. Mais le fait capital, c'est que Marcel Vervloesen, ayant été inculpé, a pu consulter son dossier. Or, son dossier était aussi le dossier du réseau de Thames. C'est ainsi qu'il a pu lire et recopier une multitude de procès-verbaux, dont celui par exemple du dépôt au greffe du tribunal de Dendermonde le 2 décembre 1992, d'agendas dont un ayant appartenu à De Reyck avec des adresses à Madère, et de 27 cassettes vidéo dont une intitulée Madeira avec la mention, je cite, « Enfant violé ». Cela a été une bêtise de ces gens. Et la conséquence est que maintenant nous avons accès à tous ces dossiers. Nous avons épluché le dossier d'Endermonde à 12 reprises. Nous avons examiné à fond les listes saisies. Tous les listings, car ne l'oubliez pas, même le contenu des cassettes vidéo saisies en 1992 avait été entièrement retranscrit. Eh bien, tout ce qui se trouvait dans ces cassettes, les séquences qui figurent dedans, l'action, les adresses, tout était repris dans des procès-verbaux. En fait, nous avons recopié intégralement le dossier avec toutes les informations possibles et imaginables qui s'y trouvaient. Dites-vous bien que le seul élément qui nous donne nettement raison est que nous avons vu dans le dossier d'Endermonde la photo de Robert van der Natten avec la mention « Cet homme n'a pas été identifié ». Cette photo avait été extraite de la cassette Madeira. Alors, nous avons photographié cette photo, nous l'avons mise sur une affiche d'avis de recherche. Et c'est de cette manière que nous avons pu retrouver Van der Natten. Robert van der Natten accepte un rendez-vous à Hulst fin décembre 1997. Très inquiet de se savoir découvert, il est prêt à charger ses complices, dont De Reyck. Ik ben altijd netjes opgevoed. Ik kan niet verwerken. Ik kan niet verwerken. Niet met die kinderen, eerlijk niet. Met die kinderen heb ik niets, met die kleine kinderen heb ik niets gedaan. Echt niet. C'est ainsi qu'il remet à Marcel Vervloesen la cassette Madeira. Avec la cassette Madeira, il y avait d'autres cassettes, dont une montrait un jeune garçon qu'un policier de Rotterdam n'a pas hésité à rapprocher de la photo d'un adolescent disparu à Berlin en juillet 1993. Cet adolescent s'appelait Manuel Schadwald. Manuel a disparu le 24 juillet 1993, pendant les vacances d'été, un samedi. Il a quitté la maison vers 10h30. Il voulait passer tout à fait normalement sa journée dans un centre de loisirs. Et il prenait le métro ou le bus? Il prenait d'abord le métro, puis le semi-métro. Et la première station de métro qui tout près du domicile, c'est laquelle? Kaiserin Augusta Straße, sur la ligne 6. Il a emporté son sac à dos avec son pique-nique et il est parti. Le soir, vers 20h, j'attendais son retour, puis l'heure avançait. 8h30, 9h. J'ai commencé à m'inquiéter. J'ai pris peur. Et j'ai passé une mauvaise nuit.
Ça n'était jamais arrivé. Manuel n'avait jamais manqué de rentrer. Il revenait toujours, même si c'était avec une demi-heure ou une heure de retard, parce qu'il est parfois un peu dans la lune. Le lendemain, dans la matinée, je suis allée au poste de police le plus proche pour signaler sa disparition. C'était le dimanche 25 juillet. Manuel avait bel et bien disparu. Nos recherches nous ont fait percevoir une réalité plus complexe et peut-être plus difficilement acceptable pour la maman de Manuel. Il semblerait que Manuel ait été vu 2 ou 3 fois avant sa disparition à la gare du Zoo à Berlin, lieu de prostitution des jeunes. Un appel anonyme reçu au groupement d'aide sociale Mano Umeter a été enregistré 1 an après sa disparition. Je préfère ne pas dire mon nom. Je voudrais seulement dire que j'ai des preuves que le petit Manuel de Berlin, à Amsterdam, oui, Amsterdam en Hollande, est mort. J'en ai vraiment des preuves. Et l'homme qu'il a pour ainsi dire sur la conscience se trouve ici à la gare. Il de 12 à 13 ans. Si vous êtes intéressé à entreprendre quelque chose avec la police criminelle ou quoi que ce soit, alors que je leur décrirai à quoi il ressemble. Pour commencer, il paraît avoir 45-50 ans, mesure 1,80 m environ, porte également un jeans, une veste verdâtre avec le dos vert et les épaules bleues. Il a les cheveux bouclés et grisonnants, porte des lunettes, une moustache et a généralement toujours en main une clé de voiture. Mais comment il s'appelle ou quoi, je ne sais pas. Mais il est généralement entre l'avant-midi et l'après-midi, toujours à la gare ici. Voilà, c'est quasiment l'homme qui vous conduira à Manuel. Ok. En 1994, nous avons reçu la visite de la police allemande. Il était question de 2 jeunes Allemands qui avaient été séquestrés dans un bordel pour garçons. Et dans cet établissement, ils auraient vu Manuel Schatwald. C'était en 1994. La police de Rotterdam a ouvert une enquête. Toute une équipe d'enquêteurs a été mise sur l'affaire. Plus tard, en cours d'enquête, 2 boîtes ont été fermées. Un certain nombre de suspects ont été arrêtés et tous les garçons ont été soustraits au circuit de la prostitution. Mais Schatwald n'a jamais été trouvé. Si je me souviens bien, ils l'ont reconnu à partir d'une photo, disant « Nous avons vu ce garçon aussi ». Il est apparu plus tard que c'était Manuel Schatwald. Est-ce que ces bars appartiennent bien à un monsieur qui s'appelle Glandorf? Un des 2, oui. L'autre, non. Lorsque nous avons fermé les boîtes, on a retiré de ces clubs de nombreux garçons mineurs de moins de 18 ans. Et il était condamné pour divers faits punissables, entre autres traite d'êtres humains, débauche avec des garçons mineurs de moins de 16 ans et occupation au travail de garçons de moins de 18 ans dans un bordel. Met Lothar. Hey, ik heb nog een verrassing voor je. Eentje van 12. Hier komt-ie. Hallo schatje, ik ga morgen een lekker afspraakje met je maken. Tot morgen. Dus je hoort het. Ik zit niet zomaar wat te vertellen. Het is echt iets voor jou. Hé, gauw bellen, hè? Dag. Selon les journalistes de l'émission Network de la chaîne hollandaise Avro, qui ont pu consulter le journal de la police de Rotterdam, Manuel a été vu par des observateurs travaillant pour la police en compagnie de Lothar Glandorf entrant dans un bar shawarma. C'était la nuit du 19 septembre 1994. Berlin, Rotterdam. Le trafic d'enfants depuis l'Allemagne et même depuis la Pologne vers la Hollande est confirmé par un témoin berlinois du nom de Gutjes qui, dans une déclaration signée au journal Berliner Morgenpost, avouait que lui-même y avait été impliqué entre 90 et 93. Peter Gutjes a dit qu'il avait transporté environ 60 enfants et jeunes, donc pas seulement des enfants, vers Anvers, Rotterdam et Amsterdam.
Et qu'il pense qu'aujourd'hui, ce sont jusqu'à 200 enfants et jeunes qui ont été livrés de Berlin vers la Belgique et les Pays-Bas. Lui-même parle de 60 enfants et jeunes auxquels il a eu affaire dans les bars, écoles, bars pédophiles et même dehors. Il nous a déclaré qu'il a été l'associé de Lothar Glandorf, qu'il a participé à ce trafic jusqu'en 1993 et que, par la suite, il a fait devant la justice berlinoise une déposition disant qu'il était partie prenante. Et à l'époque, il m'a lu des documents de la justice établissant qu'un enfant belge et un enfant berlinois mouraient dans une vidéo, une snuff movie. Mais la justice berlinoise dément. Est-ce que Peter Gutjes se sentait coupable de ce trafic? Oui. Il disait qu'il était coupable, qu'à cette époque, il a livré des enfants, et qu'il a cessé en 1993 parce qu'il trouvait que cela commençait à aller trop loin, que les enfants étaient de plus en plus jeunes, la violence augmentait sans cesse, que cela n'était plus en accord avec sa conscience. Et c'est pour cela qu'il a dit à la justice ce qu'il savait. Il se sent coupable, mais à l'époque, s'il a amené des enfants de Pologne, c'était à la demande de Lothar Glandorf. Est-ce que Peter Gutjes connaissait Robbie van der Planken? Peter Gutjes connaît Robbie van der Planken. Tous deux ont travaillé ensemble pour Lothar Glandorf. Gutjes a raconté que Robbie van der Planken était surtout responsable du transport d'enfants de Belgique à Rotterdam, d'Anvers à Rotterdam, qu'il était le contact vis-à-vis d'Anvers. Et Robbie van der Planken est également allé souvent à Berlin. Gutjes habitait près de Berlin et van der Planken a habité là de fin 92 au printemps 93. Et Robbie van der Planken a été avec Lothar Glandorf à Berlin, y compris au Pinocchio Bar. Oui, José Dessart, un nom revient souvent et il reviendra encore au courant de cette émission, c'est celui de Robbie van der Planken, qui est d'ailleurs aujourd'hui incarcéré en Italie. Alors comment a-t-il été possible à la fois d'identifier et de localiser un personnage comme celui-là? C'est tout le travail de la VZW Morkoven, comme on l'appelle, et de Marcel Vervloesen, qui a pu localiser très tôt ce nom dans le dossier auquel il a eu accès, le dossier de Tamise, à propos d'un procès-verbal de la police hollandaise qui avait fait irruption dans un appartement de Waalre près de Eindhoven et qui avait surpris 4 adultes en compagnie de 2 jeunes adolescents, à demi-drogués et complètement nus, et ils regardaient des films pornographiques dont l'acteur était Robbie van der Planken, notamment sur une plage du Portugal. Mais alors, comment fait-on pour amener un personnage comme Robbie van der Planken à témoigner ouvertement devant les caméras de télévision, dans la vôtre? Il était originaire de Boom. Marcel Vervloesen est entré en contact avec ses parents. Il a pu obtenir des contacts avec Robbie van der Planken. Et il lui a posé des questions très pertinentes sur Manuel Schatwald. Et c'est ce nom, Manuel Schatwald, qui a fait bouger Robbie van der Planken. Et il faut dire qu'à partir du moment où Marcel Vervloesen prend contact avec les milieux pédophiles, il montre une connaissance telle de l'intérieur du réseau et de certains faits indéniables que ça jette la panique à son correspondant, qui alors à ce moment-là essaye de s'en tirer en accusant d'autres, en faisant parvenir à Marcel Vervloesen des preuves comme quoi il n'est pas impliqué ou il est moins impliqué qu'il ne le serait. Et c'est ainsi que, s'auto-accusant mutuellement, il parvient à décortiquer l'existence même de ce réseau. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans le contact avec Robbie van der Planken. Vous allez voir qu'il charge essentiellement Lothar Glandorf de l'enlèvement de Manuel Schatwald. Nous l'avons rencontré ainsi avec Marcel Vervloesen à Amsterdam. C'était le 4 juin 1998 et nous avons fait cette interview sur la Rembrandtsplein à une terrasse de café. Il y a longtemps que vous connaissez Manuel. Depuis la première rencontre en 1993 en Allemagne.
Comment s'est déroulée cette rencontre? J'étais dans un bar en Allemagne, le Pinocchio, en compagnie de Lothar. Nous y allions régulièrement. J'avais été en Allemagne avec Lothar, toujours pour la même chose, chercher à faire du business, des films, chercher de jeunes garçons. Il s'agit de Lothar Glandorf. Alors, vous recherchiez des garçons de quel âge? 15, 16, 17 ans quand même. À un moment donné, Lothar et moi sommes entrés. Manuel était assis au comptoir. Je suis alors allé m'asseoir à une petite table, boire un verre. Lothar bavardait avec Manuel. J'ai su après coup que c'était Manuel. Nous avons un peu bavardé ensemble, de la pluie et du beau temps. À cette époque-là, je n'avais pas grand-chose à dire. C'est surtout Lothar qui faisait la conversation. Et c'est ainsi que j'ai fait la connaissance de Manuel. Enfin, connaissance, c'est beaucoup dire. Et alors, Manuel a quitté Berlin. Est-ce qu'il a quitté... est-ce qu'il a été enlevé? Non, absolument pas. J'ai vu comment il l'accompagnait. Il était assez tard. 9h, 10h, 10h30 par là. Et Lothar m'a dit, on s'en va parce que nous devons aller jusqu'à Hambourg. Alors j'ai vu Lothar Glandorf partir avec Manuel, qui suivait de son plein gré. Je ne dis pas qu'il était très joyeux, mais il n'avait pas non plus l'air malheureux, ou de subir une contrainte. Vous pensez que c'était un habitué du bar? Non. Donc Manuel, à ce moment-là, avait 12 ans et demi. Oui, difficile à dire. 12, 13, 14 ans, c'est un âge difficile à évaluer. Et vous avez fait le voyage avec Manuel? Non, je suis resté parce que j'avais déjà eu alors, à plusieurs reprises, des contacts avec quelqu'un d'autre à propos de petites voitures Trabant. Et comme des affaires semblaient pouvoir se conclure, je suis resté. Je n'ai pas accompagné. Je les ai vus sortir et je les ai entendus démarrer. Et je sais que Manuel était dans la voiture. De plus, j'ai eu confirmation par une conversation que j'ai eue au téléphone avec Lothar quelques jours plus tard. Et j'ai appris qu'ils avaient aussi embarqué quelques garçons à Hambourg et que tout allait bien. Lothar Glandorf faisait des affaires avec les garçons? Oui. Quel genre d'affaires? La location de garçons à des hommes pour des plaisirs sexuels. Je ne dois pas les décrire. Alors, Manuel est allé où après Berlin et Hambourg? Rotterdam. Rotterdam. À Rotterdam, Beverstraat, 117B. Dans les bars de Glandorf. Oui. À ce moment-là, c'était encore mon bar, que je partageais avec Lothar. J'ai cessé à ce moment-là. C'est exactement ce jour-là que j'ai arrêté et tout abandonné. Quel jour? Quand Manuel est entré dans le bar? Que vous avez arrêté? Non, quand il a quitté l'Allemagne avec Glandorf. Autrement, vous gagnez combien à ce moment-là? En francs belges ou en florins? 300 à 400 000 francs belges par mois, facilement. Comme exploitant de jeunes, mais vous-même, vous vous prostituiez? Les deux. Exploiter les jeunes et la prostitution. Et vous avez eu connaissance de ce que devenait Manuel après? Non. Par expérience et par ce que je sais de Lothar, j'ai pu me faire une idée. Seulement à ce moment-là, je ne savais pas encore que Manuel avait 12 ans et demi ou 13 ans
car je m'en suis toujours tenu à un âge minimum de 14-15 ans. En fait, 14 ans est encore trop jeune. On a beaucoup d'ennuis à Amsterdam et à Rotterdam avec la police des mœurs, si on traite avec des jeunes de cet âge-là. Mais Manuel, je mentirais si je disais que je ne savais pas. Mais on refoule le problème, on n'est pas vraiment dans le coup. On s'en fiche. C'est peut-être égoïste, mais on ne se tracasse pas, on se dit « ce n'est pas mon problème ». Et j'avais autre chose à faire. Les jeunes font ça uniquement pour de l'argent? Si vous ne payez pas le garçon, à la première sortie dans Amsterdam, il se fait la belle. S'il refuse une passe sexuelle, est-ce que Glandorf a un moyen de contrainte sur eux? Non. Jamais sur toutes ces années, je n'ai vu Lothar lever la main sur quelqu'un. Parce que Lothar, quand il voulait intimider, vous savez, il est grand, robuste, a l'air rude. Il impressionne. Sa voix, son attitude, c'est tout un programme. Ce que je suppose, c'est qu'il y avait quand même certains abus, commis sur de jeunes enfants surtout. Je veux dire, une sorte de contrainte psychologique à passer à l'acte. À 12-13 ans, face à un gaillard imposant comme Lothar, vous savez... Alors, Glandorf faisait du trafic d'enfants entre Berlin et Rotterdam. Combien en a-t-il amené ici aux Pays-Bas? C'est très difficile à dire. Sur toutes ces années, cela peut faire 60 à 70, Berlin à Hambourg. Mais je suis à peu près sûr que c'était des garçons qui étaient déjà mêlés à la prostitution dans ces villes-là. C'est comme ça qu'il opérait. Rencontre, placement, en promettant à ces garçons une plus belle vie. Si les garçons ont des problèmes, on est aimable avec eux, alors ils suivent. Vous comprenez pourquoi Manuel n'a pas voulu reprendre contact avec sa mère? Je crois que c'est surtout à cause de ce qu'il fait. La honte, la peur. Même téléphoner, il ne se décide plus à le faire, surtout dans ce circuit. En plus, dans le monde où il se trouve, on est comme coupé de l'extérieur, comme à l'abri dans un petit monde, à soi, où il y a tout un groupe de garçons, un groupe de personnes. Alors, le monde extérieur, je veux dire le véritable monde extérieur, car ils sont libres d'aller et venir, ne vous intéresse plus en fait. C'est un monde à part. Vous pensez que Manuel est surveillé? Non, sûrement pas à son âge actuel. Ces garçons qui sont dans le business, ils sont à 80% de leur propre gré, les 20 autres pourcents, ils sont soit parce qu'ils ne savent pas faire mieux, soit pour gagner de l'argent facilement. Mais pourquoi est-ce si difficile de le trouver? Parce que tout ce monde est petit quand on y est connu. Pour un extérieur, ça apparaît étrange, mais c'est toujours la même histoire. Si vous êtes en dehors du circuit, on vous enverra 10 fois dans une direction différente plutôt que de tourner le coin en disant « il est là ». C'est facile. Si je vous demande, est-ce que vous êtes sûr que Manuel est toujours vivant? La main sur la Bible, je réponds oui. Et il s'agit bien de Manuel Schatwald. Oui, il a un peu changé, mais les traits caractéristiques restent. Il mesure environ 1,80 m. Pour le reste, je ne sais pas. Il a les cheveux un peu plus longs, jusqu'au bas de la mâchoire, à peu près. En plus, il porte 2 grandes boucles d'oreilles. Alors, quand Glandorf était à Berlin, il y allait souvent. Où logeait-il? Dans un petit hôtel près de la gare. Disons derrière la gare. Alors à Berlin, en 1994, il y a eu un appel anonyme qui décrivait un homme avec un blouson vert et des clés en main.
et qui était impliqué dans la disparition de Manuel Chatwal. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous pouvez identifier cet homme? Oui, Glandorf Lothar, avec les clés, il n'y a pas de doute. Est-ce que vous connaissez de Reyck? Yeah. Et il vient souvent à Amsterdam? Il vient souvent avec... il est souvent en contact avec Lothar, Rotterdam, Amsterdam. Alors, vous connaissez Norbert de Reyck, Warwick Spinks et Lothar Glandorf. Et quels étaient leurs rapports? Des rapports de copains et en même temps des relations d'affaires. Est-ce que Norbert de Reyck aurait reçu de temps à autre des enfants de Warwick ou de Glandorf? C'est certain, oui. Comme pédophile. Vous êtes certain qu'il a eu des enfants ici aux Pays-Bas? Oui, oui, absolument. Est-ce que de Reyck était en possession de cassettes porno, par exemple? C'est certain, oui. Et il les vendait? Il les négociait avec qui? J'ai entendu parler de quelques films, mais je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Qu'il donnait à Glandorf. Et Lothar connaissait tellement de monde que ses films repartaient très vite. Est-ce que Manuel a été filmé quand il avait 13 ans, 14 ans? Est-ce qu'il a été filmé? Je suppose que oui. Parce que, en général, un garçon qui se trouve dans ce circuit commercial fait des films. C'est mon expérience. Warwick, il était au courant des activités de Glandorf dans ses affaires? Oui. Donc, Warwick était parfaitement au courant de ce que faisait Glandorf? Oui. Je crois qu'ils savaient beaucoup de choses, l'un de l'autre. Est-ce que Warwick aurait pu rencontrer Manuel? Est-ce que Warwick allait chez Glandorf à Rotterdam? Vous avez travaillé avec Warwick Spinks? Oui, mais pas pour cette activité avec les garçons, pour toute autre chose. Il a la réputation d'être un violent, d'aimer la souffrance des autres. Est-ce qu'il exploite ça dans ses relations? Et quand vous dites qu'il se passait des choses graves à Beverstraat, dans les studios de Beverstraat, qu'est-ce qui se passait? À la Beverstraat, de temps en temps, on faisait du soft. Pour le reste, les choses se passaient surtout ailleurs. Amstelstraat, par exemple. Ou à Rotterdam, ou ailleurs. On a appris plus tard qu'il y avait eu maltraitance d'enfants, viol, contact anal, sans consentement des pubères, voire d'enfants plus âgés. Des enfants sont morts? Je n'en sais rien. Honnêtement, je ne saurais dire. Mais ce sont de nouveau des récits postérieurs aux faits. Des récits provenant du milieu même, et selon lesquels apparemment certains n'auraient pas survécu. Dans une émission intitulée Boy Business, diffusée par une chaîne commerciale anglaise, un ancien compagnon de Warwick Spinks, nommé Edward, fait des révélations terribles qu'il n'aurait jamais pu faire avant d'avoir quitté définitivement le milieu. Il parle de Snuff Movie. This man, Edward, insists he has seen 5 videotapes where children have been sexually abused, tortured, and then killed in front of a camera. The man was on board with the boy. He was allowed to do anything that he wanted to do to the boy. Things got out of hand and the boy ended up dying, which was recorded on a video camera. How did the boy die? Yeah, he suffocated on the genitals of the man. And what happened after the boy had apparently suffocated on the tape? What did you see on the tape? There was panic, that there was a lot of running in and out. The camera got hit from the side and blanked out, but the whole thing was, it was inevitable that this was actually going to happen. There was sound on the camera. You could hear the waves slapping against the side of the boat,
You could hear noises of waterfowl in the background. You could hear the boy gagging. You could hear the man grunting. When the boy actually died, you could hear the panic in the man's voice. Vous n'avez jamais vu de film avec mort d'enfant? Non. Tout ça a été organisé par Warwick Spinks? Hier in Nederland, het grootste gedeelte Ici aux Pays-Bas? En partie oui. Het zijn altijd meerdere. Et il y en a toujours plusieurs. Ces films ne sont pas réalisés s'il n'y a pas de débouché. Ce genre de films, je peux imaginer qu'ils sont vendus à gros prix. Mais le risque n'est rien pour les 2 ou 3 vendeurs si les films peuvent être écoulés sur un marché suffisamment important. C'est toujours une question d'offre et de demande. Ce film, une fois qu'il est fait, on peut le vendre combien? Je crois que c'est un peu en fonction des moyens du client aussi. Je crois qu'en principe, je ne peux pas trop m'avancer. Mais en francs belges, cela peut dépasser 1 million, si le film est fait sur demande. On ne court pas le risque, je crois, pour 200 ou 300 000 francs. Donc c'est pas n'importe qui peut se payer ça, c'est vraiment des gens qui ont vraiment beaucoup d'argent. Oui, absolument. Mais pourquoi avez-vous accepté de parler? Je n'y vois rien de mal. On a eu des conversations préalables. Je ne le fais que pour aider. Ce qui importait pour moi, dès qu'il a été question de ce qui est arrivé à Manuel, c'est de dire devant les caméras, je suis là, simplement comme témoin. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il s'agit de connaissances personnelles. Et ces récits qu'on entend ne sont pas tout à fait exacts. Ces récits où on dit qu'il aurait été assassiné. Vous voulez changer de vie? C'est ce que j'ai fait entre-temps. Deux semaines après cette interview, Robbie van der Planken était arrêté en Italie et inculpé d'assassinat, celui de son compagnon Gerrit Ulrich. C'est bien ce Gerrit Ulrich qui était le propriétaire du site internet Apollo, qui diffusait depuis un appartement de Zandvoort des milliers de photos d'enfants sexuellement abusés. Cet homme est venu nous rejoindre le 4 juin après l'interview, une fois les caméras rangées. Nous avons pris un verre ensemble et, à l'insu de Robbie van der Planken, il s'est adressé à Marcel Vervloesen et lui a donné rendez-vous. J'ai compris alors que M. Ulrich était très inquiet du fait que nous avions établi un lien entre Robbie van der Planken et la disparition de Manuel Shadwalt. M. Ulrich était également inquiet parce que pratiquement au même moment, la police d'Amsterdam avait convoqué Robbie van der Planken, qu'elle a interrogé pendant des heures. Dès lors, M. Ulrich n'était plus à l'aise. Au cours des conversations que nous avons eues avec lui, nous avons très vite compris qu'il recevait des coups de fil des Anglais chez lui, qu'il n'aimait pas ça du tout, qu'il se sentait mal à l'aise, qu'il était angoissé. D'un autre côté, nous avons parlé avec M. Ulrich et il nous a dit « Robbie est plus une victime qu'un acteur ». Nous lui avons répondu « Vous pouvez dire ce que vous voulez, il nous faut des preuves ». Suite à cela, nous avons d'abord eu une bande vidéo, puis le matériel pornographique, et à la fin nous sommes arrivés à ces ordinateurs avec ces disquettes de porno enfantine, etc. Alors M. Ulrich nous a donné une partie, et que cela soit bien clair, M. Ulrich ne nous a donné qu'une partie du matériel. Je pense qu'il voulait faire un essai, qu'il voulait nous tester, voir ce que nous allions faire avec ce matériel qu'il nous a donné. Nous avons accepté ce matériel, nous l'avons emporté, mais ce qui est étrange, c'est que M. Ulrich nous a téléphoné quelques jours plus tard, de Lyon, comme il l'a dit lui-même, pour nous dire où se trouvait sa cachette secrète.
vous penseriez qu'il y a un lien entre le geste de Gerrit Ulrich de donner du matériel à une association anti-pédophile et sa mort? Mon avis personnel est que Ulrich a été éliminé parce que, je le suppose, il n'a pas eu seulement un contact avec nous, mais il a probablement cherché d'autres contacts aussi pour pouvoir quitter le milieu. Et je pense que le petit voyage qu'il a dû faire subitement, si rapidement que l'ordinateur était toujours allumé, ainsi que l'éclairage de l'appartement, que le repas était toujours sur la table, je pense que cela n'indique pas un voyage préparé. Cela tendrait plutôt à démontrer que la décision a été prise dans la précipitation. Je pense qu'on a attiré Ulrich, qu'on l'a appâté pour qu'il effectue ce voyage où Ulrich est allé tout droit à sa perte. Cette information sur l'existence d'une cache, Marcel Verwoesen la communiquera à la famille de Gerrit Ulrich lorsqu'il apprit le 19 juin qu'Ulrich avait été tué en Italie. Qui a découvert le matériel sous le plancher? Moi. Et qu'avez-vous fait de ce matériel? J'étais complètement saisie de frayeur. Et puis elle m'a dit du calme, pas de panique, continuons à chercher, oui. Nous avons crié, mais plus on regardait, plus on devenait dingue. Effrayé par quoi? Parce que des disquettes et des compacts disques, ce n'est pas effrayant? Et des vêtements pour bébé. D'abord, il y a les photos sur les couvertures des bandes vidéo. Moi, c'est ce que j'ai entendu dire après, parce qu'au moment même, j'étais choquée. Je ne les ai pas vues convenablement. C'était dans un petit couloir en dessous du plancher, et elle s'est glissée en dessous du plancher. Mais vas-y, raconte un peu cette histoire de vêtements. J'ai vu des photos de bébé et des vêtements de bébé. Vous savez, des vêtements qu'on mettait dans le temps au bébé pour les photographier. J'étais tellement choquée que je me suis dit, c'est pas vrai. Et je me suis mise à pleurer. Il y avait des vêtements sous forme de photos ou bien de véritables vêtements? Non, non. J'avais d'abord vu ces bandes vidéo. Et alors, je me suis dit, merde, c'est pas possible, c'est de la porno enfantine. Et puis j'ai regardé plus loin. Et là, j'ai découvert de véritables vêtements de gosse. Je ne sais pas si vous connaissez ça en Belgique ou en France, mais ici en Hollande, quand on fait photographier son bébé, on le met sur une peau de mouton avec un beau petit vêtement. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire de plus? Leuke babyshots van, ja. Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Je l'ai dit tout à l'heure, Robbie van der Planken est aujourd'hui incarcéré en Italie. Il est accusé du meurtre d'Ulrich. Alors, est-ce que tout cela n'éclaire pas d'un jour un peu différent les déclarations qu'il vous a faites quant à sa non-participation à toute tentative ou tout réseau pédophilique, à tendance pédophilique depuis Je me suis évidemment demandé des mois. Pourquoi il trouvait avantage à se présenter devant une caméra et faire ces déclarations. Alors il y a deux hypothèses. Ou bien il a changé de vie et tout ça représente son passé dont il veut se débarrasser comme dans une espèce de catharsis publique. Ou bien il veut simplement changer de façade pour cacher des activités continues dans la criminalité donc qui consiste à abuser les enfants sexuellement. Eh bien, je penche plutôt pour la seconde hypothèse pour le moment, dans la mesure où j'ai en main les chefs d'inculpation officiels de la justice hollandaise à l'encontre actuellement de Robbie van der Planken. La justice hollandaise a demandé l'extradition de van der Planken. Effectivement. Et dans les chefs d'inculpation qui sont communiqués à la justice italienne, il y a, pour avoir du 1er août 1997 au 19 juin 1998, c'est-à-dire encore très récemment, diffusé des images pornographiques de mineurs via Internet montrant l'acte sexuel complet entre adultes et mineurs, et pour avoir de surcroît produit semblable image et en avoir assuré le suivi. Donc voilà un chef d'inculpation assez précis. Pour avoir également, et cela c'est important, enlevé le mineur Manuel Chatwal de Pologne vers les Pays-Bas le 24 août 1993. Manuel Chatwal a disparu de Berlin le 24 juillet 1993, il y a un mois, pendant lesquels, évidemment, Robbie van der Planken ne s'explique pas. Pour avoir fait également partie d'une organisation criminelle se livrant à de semblables délits. Donc le chef d'association criminelle est vraiment très clair également.
Voilà, José Dessart, merci. Je voudrais encore préciser, pour être tout à fait complet, que dans quelques instants, sur la chaîne Hollande 3, dans l'émission Nova, les journalistes reviendront précisément, eux aussi, sur cette affaire. Et je vous signale aussi que demain, sur Arte, à 20h45, dans le cadre d'une soirée consacrée au trafic d'enfants, de larges extraits de ce reportage-ci et de la filière pédo-vidéo seront diffusés, suivis d'un débat auquel participera notamment le sociologue suisse Jean Ziegler. Je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée. Je vous fixe un rendez-vous dans un mois pour un prochain numéro de Faits divers où nous reviendrons sur la disparition toujours aussi troublante et mystérieuse d'Elisabeth Morichet. Bonsoir.